Depuis quand même une vingtaine d'années, les acteurs du monde de l'assurance, que ça soit les assureurs, les mutuelles, les institutions de prévoyance ont aussi beaucoup travaillé sur leur écoute client, sur la qualité de service. Et aujourd'hui, il y a des opérateurs, notamment dans le monde mutualiste, qui amènent un super service client et qui sont vraiment aujourd'hui des références. Il y a un indicateur qui est utilisé dans plein d'industries qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score, qui vient mesurer justement la recommandation que les clients sont prêts à faire de leurs fournisseurs. Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà écouté ce podcast et que vous avez aimé les épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément, surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI, le pivot de la transformation d'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersas Alliancy Le Mag. J'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, une solution SaaS simple et puissante qui aide la direction générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous assure, ça dépote. Bonne écoute. Et bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous et d'être avec Jean-François Traille qui est le DSI de l'Afrique. Bonjour Jean-François. Bonjour Bertrand. Alors, on est dans le cadre de la saison qu'on fait avec Alliancy sur le DSI pivot de la transformation. Et toi, quand je t'en avais parlé, tu me dis, nous, le client est vraiment au cœur de la transformation de notre entreprise. Et c'est ça que je veux parler de ça parce que c'est vraiment tout le monde le vit et c'est hyper fort dans notre entreprise. Et du coup, ça m'intéresse énormément. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que voilà, ton parcours très succinctement et aussi ce que c'est le groupe April parce que tout le monde connaît le nom, mais comme ça, au moins, on partira tous sur de bonnes bases. Ok, avec plaisir. Donc, en quelques mots, moi, j'ai une double formation de type école de commerce, mais aussi école d'ingénieur. Et j'avais l'ambition, étant plus jeune, de pouvoir travailler à l'interface entre le monde du management et le monde de la technique. Et c'est ce que j'ai la chance de pouvoir faire aujourd'hui au sein de l'IT. Et ça fait maintenant à peu près 30 ans que je travaille. J'ai passé 10 ans dans le monde de l'industrie et puis ensuite 20 ans dans le monde des services et de l'assurance. Depuis donc une douzaine d'années dans le monde du courtage, d'abord pour un groupe en Bretagne et puis maintenant au sein du groupe April que j'ai rejoint depuis 3 ans et où je m'occupe de la transformation de l'IT. Ok, d'accord. Et April, on a tous le nom en tête, assurance, courtage, les deux, pas les deux, etc. Dis-nous, voilà, April, c'est quoi? Et idem sur la partie du coup du secteur, un peu, qu'est-ce que ça représente ça? Comme ça, on voit un peu plus précisément de quoi on va parler. Absolument. Alors, en quelques mots, April, c'est le créateur et le leader du courtage grossiste en France. Donc, April propose à ses clients une expérience qui allie le meilleur de la relation humaine et de la technologie dans 5 domaines particuliers: la santé et la prévoyance des particuliers, la santé et la prévoyance des professionnels et des TPE, l'assurance des emprunteurs, la santé internationale, mais également des secteurs de niche dans le domaine de l'assurance dommage. On Ok. a une raison d'être qui a été déterminée il y a environ 3 ans et qui s'inscrit bien dans le thème du jour, puisque notre objectif, c'est d'accompagner et de protéger à chaque moment qui compte simplement nos clients. Et pour nourrir la confiance de ces clients, on veut leur offrir une expérience remarquable, alliant le meilleur des relations humaines et de la technologie. Ok. Alors ça, c'était la présentation corporate. Et humainement parlant, tu vois, April, en fait, aujourd'hui, c'est quoi qui les différencie sur le marché? C'est la façon de s'aborder aux clients, c'est parce que vous avez été leader et du coup, vous avez vraiment un cran d'avance dans la question des besoins, c'est votre actionnariat. Dis-nous un peu plus. Alors, je peux te donner quelques chiffres et puis essayer de te positionner effectivement quelles sont nos différences. Donc, April, c'est 2300 collaborateurs. On est présent dans 16 pays. On fait à peu près 550 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a effectivement plusieurs millions de clients. Alors, depuis maintenant 3 ans, on a mis l'innovation et le digital au cœur de nos services et de nos produits et qu'aujourd'hui, April est une entreprise avec laquelle il est
assez facile d'interagir parce qu'on a beaucoup travaillé sur la simplicité des interactions en mettant encore une fois l'expérience du client et le souci du client au cœur de ses réflexions sur la technologie et le digital. Donc, c'est vraiment aujourd'hui voilà, les caractéristiques qui nous différencient. Ok. Et juste pour comprendre aussi un point, c'est du courtage, c'est de l'assurance, c'est les deux? Alors, effectivement, quelques mots sur le monde de l'assurance, parce que le monde de l'assurance, c'est un monde large où il y a beaucoup d'acteurs. La chaîne de valeur de l'assurance, en fait, elle est structurée autour de quatre grands thèmes, on va dire, ce qu'on appelle le portage de risque, c'est-à-dire, en gros, l'assureur, j'ai un risque et ce risque, il est couvert par une contrepartie financière. C'est formalisé dans un produit, donc la conception produit, c'est le deuxième maillon de la chaîne. Le troisième maillon de la chaîne, c'est la distribution de ces produits pour les mettre à disposition du grand public, des entreprises, etc. Et puis enfin, parce que parfois le risque se concrétise, il faut gérer les contrats, il faut gérer les sinistres. Et donc, c'est la gestion, c'est le quatrième élément de la chaîne de valeur. Et le courtage, c'est une famille particulière d'acteurs dans le monde de l'assurance qui sont généralement positionnés sur la conception des produits. C'est la force des courtiers, c'est de bien connaître leurs clients et donc de bien connaître les besoins de ces clients et d'essayer de définir des produits qui collent au mieux à leurs problématiques et d'aller le plus loin possible dans la customisation du besoin, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi la distribution, être capable d'aller au plus près du client pour lui proposer justement le produit le plus adapté à son besoin. Et puis, dans un certain nombre de cas, ce qui est le cas d'April, c'est aussi la gestion, être présent quand effectivement on se marie, on déménage, et puis quand on a éventuellement un sinistre, voilà, la grêle comme récemment qui vient cabosser les voitures, intervenir pour vous aider à réparer vos biens. Ok. C'est un marché, moi, qui m'interroge parce que et en tant que, du coup, DSI, ça m'intéresse d'avoir ton avis. En gros, très peu de gens sont super contents de leur assurance, quoi. Tu vois, c'est quand même, c'est un peu ça, c'est un peu la même chose qu'avant avec les banques et où il y a eu une disruption complètement sur la relation à la banque où le niveau en fait des interfaces et de la façon de faire les choses, les virements, si je pense, c'était vraiment catastrophique et ça allait encore sur plein de banques. En B2B, c'est encore l'enfer. Et en fait, tu arrives sur des sociétés Revolut, Conto sur le B2B ou autre, où tout ce qui est gestion des paiements, la facture, les intégrations, c'est super clean, ça marche super bien. Et du coup, les gens, en fait, ont changé très rapidement aussi de banque, ou dans tous les cas, sur une banque usuelle de tous les jours parce que, en fait, les interfaces n'étaient pas les bonnes et ils ont gardé leur banque historique sur la gestion du prêt ou autre. Toi, vous avez vu ça? Est-ce que tu as le même constat et est-ce que c'est quelque chose qui est en parallèle avec l'assurance ou c'est différent parce qu'il y a d'autres indicateurs à prendre en compte? Puisque voilà, objectif, client au cœur de la transformation. Si tu te transformes, c'est pour mieux servir ton client. Et donc, du coup, si le client, il y a un changement de marché qu'on voit opérer dans la banque, est-ce que ça pourrait avoir le même risque dans ton secteur à toi? Alors, c'est une super question parce qu'effectivement, ça nous amène au cœur du sujet, c'est-à-dire le client. Donc, en fait, quand tu réfléchis, il y a quand même pas mal de domaines qui n'ont pas une très bonne réputation en matière de service client. L'automobile, la banque, tu parlais de l'assurance. Donc, effectivement, il y a pas mal de secteurs. Pourquoi? Parce qu'en général, effectivement, le client était souvent pas suffisamment écouté. Et en fait, historiquement, les courtiers ont prospéré dans le monde de l'assurance justement sur les défaillances des acteurs traditionnels, les assureurs, les mutuelles, qui, il y a maintenant longtemps, n'étaient pas des références en matière de service client, pas forcément suffisamment à l'écoute de leurs clients. Et c'est ce qui a permis aux courtiers finalement de se développer parce qu'ils ont su être particulièrement à l'écoute et puis remplir des espaces qui étaient laissés vacants, notamment sur la gestion sinistre, tu le disais tout à l'heure, avoir un interlocuteur qui va chercher une solution et qui ne fait pas juste que traiter un dossier administratif. En fait, c'est un vrai élément de différenciation. Donc, tu as raison, il y avait un vrai besoin. Les courtiers font partie des acteurs qui ont aidé à combler ces besoins de manière historique. Maintenant, depuis quand même une vingtaine d'années, les acteurs du monde de l'assurance, que ce soit les assureurs, les mutuelles, les institutions de prévoyance ont aussi beaucoup travaillé sur leur écoute client, sur la qualité de service. Et aujourd'hui, il y a des opérateurs, notamment dans le monde mutualiste, qui amènent un super service client
et qui sont vraiment aujourd'hui des références, hein. Il y a un indicateur qui est utilisé dans plein d'industries qui s'appelle le NPS, hein, le Net Promoter Score, qui vient mesurer justement la recommandation que les clients sont prêts à faire de leurs fournisseurs. Et en fait, dans le monde de l'assurance, le NPS, il est aux alentours de 18, ce qui est quand même pas mal. Ça a beaucoup progressé par rapport à ces dernières années. Un acteur comme la Maïf, par exemple, dans le monde mutualiste, est à 31. Nous, on est aux alentours de 23, donc plutôt pas mal. Un acteur comme Generali est aux alentours de 4, voilà, ou AXA aux alentours de 15. Donc, pour donner quelques benchmarks, donc il y a quand même un gros travail qui a été fait dans le monde de l'assurance pour amener une meilleure écoute, un meilleur service. On fait partie des gens qui, effectivement, sont plutôt reconnus aujourd'hui sur le marché comme étant des acteurs de référence en matière de qualité de service. Mais nous, on veut se comparer aux meilleurs et on veut aller chercher des NPS qui sont à d'autres niveaux que ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'assurance, qu'on voit chez certains néo-acteurs, donc des NPS qui sont supérieurs à 30, hein. Ce qui nous intéresse parce que la satisfaction de nos clients, elle est vraiment au cœur de notre stratégie. Donc, pour nous, c'est vraiment un point clé. Et puis, je finirai sur ta question, sur un point. Tu parlais du monde bancaire, c'est super intéressant parce qu'en fait, tous ces nouveaux acteurs, toutes ces startups qui sont arrivées d'abord sur la banque, hein, puisqu'il y a à peu près, allez, on va dire 10 ans d'écart sur ce qui s'est passé entre la banque et l'assurance. En fait, les acteurs, quand tu regardes dans le monde bancaire et maintenant dans le monde de l'assurance, à peu près 2 tiers d'entre eux sont arrivés sur ces marchés en ciblant une amélioration de l'expérience client, en fait. Pas une différenciation sur je veux être un acteur à coût très bas ou je veux être le plus innovant. En fait, ils sont arrivés à travers l'expérience client et 2 tiers d'entre eux, hein, c'est une stat qui avait été faite il y a quelques années. En fait, 2 tiers d'entre eux abordent le sujet à travers l'expérience client. Donc, c'est bien qu'il y avait un problème et ça a effectivement forcé le monde bancaire et aujourd'hui le monde de l'assurance à vouloir accélérer sur ce sujet. Et aujourd'hui, le monde de l'assurance ne fait pas exception à ce qui s'est passé sur le monde bancaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, effectivement, qui sont arrivés sur ce marché pour essayer de disrupter une partie de la chaîne de valeur et puis apporter une expérience client différenciante. Et dans un certain nombre de cas, on essaye aussi de s'allier à certains d'entre eux pour nous aider justement à améliorer cette expérience client. Donc, je peux te donner un exemple d'une innovation sur laquelle on a travaillé avec un partenaire qui est Captain Wallet. On a été le premier opérateur à proposer la carte de tiers payant dématérialisée dans les wallets des iPhones et Android, portables, etc. voilà, les iPhones et les Samsung. Donc, on peut aussi s'allier avec ces acteurs pour améliorer notre expérience client. Ok, alors il y a plusieurs trucs que tu as dit, du coup on va y revenir parce que ça m'intéresse de creuser un peu plus. Donc, premièrement, tu as un drive sur le NPS, c'est-à-dire à un moment donné, il faut simplifier aussi il faut simplifier un petit peu le concept, c'est est-ce que nos clients sont contents, à quel degré ils sont contents, comment on se situe par rapport au marché. Et aujourd'hui, en fait, ça c'est pourquoi ça vous drive tout, parce qu'en fait, tout doit faire en sorte que ce NPS-là monte. Tous les projets, tous les changements, est-ce qu'on le fait nous ou pas? Au final, est-ce qu'on augmente le NPS? À quelle vitesse? Et j'imagine, est-ce qu'on va pouvoir garder? Est-ce que c'est maintenable? Est-ce que ce qu'on fait, ça va garantir un NPS en continu en termes de scalabilité, etc. Premier point. Le second, ce que tu disais, c'était que les disruptions, elles ne sont pas forcément méga technologiques, R&D ou par le coût, mais en fait, les gens attendent un service de qualité et que c'est suffisant pour que les gens changent en partie de service. Et ça, c'est de plus en plus vrai dans de plus en plus de secteurs. La banque a été un premier et d'autres. Et en fait, ça arrive dans de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est loyal à une marque. Oui, à Modulo, on se rend compte et on a le choix de changer de service. C'est le point. Et le troisième point qui m'intéresse aussi de comprendre, c'est quand vous avez vu ça qui est arrivé sur la banque, donc bon, forcément, il y a dû avoir des changements, etc. Mais c'est aussi, vous avez dit, en fait, c'est que le NPS de notre secteur n'est pas une référence, ça que tu disais. C'est-à-dire que tu dis, OK, le NPS de notre secteur, il est là, c'est déjà dur de l'atteindre, on est de bon et ça, mais en fait, c'est plutôt on vise au-dessus. C'est-à-dire il faut qu'on rehausse le niveau global du secteur. C'est ça que tu disais?
Exactement. Alors, par rapport à ce dernier point, en fait, tu sais, au sein d'April, il y a différentes activités. Notamment, on est le premier acteur en France dans le domaine du nautisme avec April Marine. Et chez April Marine, on a un NPS à 47. C'est-à-dire que les clients d'April Marine, tu vois, ils disent, nous, en fait, on ne veut pas quitter April Marine parce qu'on est hyper satisfait du service. Et 47, c'est vraiment un NPS d'un excellent niveau. Donc, tu as aujourd'hui déjà des secteurs dans lesquels on arrive à avoir un NPS qui est largement supérieur à notre industrie. Donc, c'est faisable, ça le prouve. Il y a des acteurs aussi qui arrivent à avoir d'excellents NPS, on en a parlé tout à l'heure. Mais effectivement, ce qu'on veut, c'est se benchmarker avec les meilleurs des autres secteurs parce que c'est ce qui va nous aider à progresser. Et il y a beaucoup à apprendre, par exemple, du monde de la distribution, du retail, qui est très en avance justement sur l'écoute client, la satisfaction client, l'expérience client. Et donc, en fait, on va aussi chercher notre inspiration dans ces secteurs-là. Et on a pas mal de nouveaux collaborateurs qui ne viennent pas du monde de l'assurance, mais qui viennent de ces secteurs-là et qui nous amènent aussi leur expérience, leur éclairage pour nous aider à progresser. Parce qu'effectivement, il y a des secteurs aujourd'hui dans lesquels l'expérience client, elle est super et il y a beaucoup à apprendre et à transférer dans le monde de l'assurance. Ok. Et est-ce que cette métrique-là qui vous drive, elle est vraiment partagée par tout le comité de direction, COMEX, organisme de gouvernance chez vous? Oui, absolument. En fait, on a… Un directeur général qui te demande est-ce qu'on a évolué sur NPS parce que c'est une métrique importante pour lui? Ouais, bah, tu vois, moi, je suis DSI et je te parle de NPS. Donc, déjà, c'est l'illustration, si tu veux, par l'exemple, que en fait, on est tous hyper informés sur le sujet, hyper partie prenante, que c'est vraiment un métrique qui est partagé au niveau de l'entreprise et qui fait partie vraiment de nos objectifs. C'est vraiment au cœur de la stratégie et on reboucle avec le thème de notre discussion, c'est-à-dire qu'on est convaincu qu'une expérience client réussie, c'est une clé pour fidéliser le client et c'est une clé aussi pour attirer de nouveaux clients parce qu'on est dans une industrie où apporter un service vraiment différenciant de référence, eh bien, en fait, c'est un gage de succès. Et c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Et donc, l'IT n'étant que le reflet ou une déclinaison de la stratégie de l'entreprise, c'est pour ça que le client, il est aussi présent dans la stratégie de l'IT. Alors, le client pour April, en fait, nous, on a plein de types de clients. Le client, c'est l'assuré final comme toi qui fait un emprunt et a besoin d'une assurance pour couvrir son emprunt. C'est aussi le pro qui est, par exemple, géomètre et qui travaille tout seul ou est avec deux ou trois collaborateurs. C'est aussi les entreprises un peu plus importantes, TPE, PME, mais aussi nos clients pour nous, ce sont nos distributeurs, puisque on fait l'essentiel de notre activité à travers les réseaux de distribution de proximité, les courtiers de proximité. Et donc, tu vois, nous, on a plein de clients. Et en fait, je t'ai parlé du NPS pour les Global, assurés. oui. Voilà, non, pour l'assuré final. Mais on mesure aussi ces NPS pour nos autres catégories de clients. Et tu vois, par exemple, pour les courtiers, on a un NPS de 24. Donc voilà, c'est vraiment un indicateur qui est utilisé sur tous nos types de clients et qui est connu et partagé partout dans l'entreprise et on est fortement mobilisé pour essayer d'y contribuer. Et bien sûr, l'IT est tout à fait dans cette logique et c'est pour ça que le client est au cœur de notre stratégie IT. Ok, non mais trop cool. Et du coup, il y a un truc encore que j'ai du mal à comprendre, c'est le switch parce que moi aujourd'hui, en général, les directions générales que je rencontre, il y a encore une très faible sensibilité en fait à l'expérience utilisateur. De manière globale. Et l'expérience utilisateur, pour nous, elle est très corrélée dans ton discours au service rendu. Tu vois, on parle d'application, tu me parles d'un projet qui est intégré dans le wallet. C'est vraiment faciliter la vie de tes clients et ça. Pourtant, la majorité du temps, quand tu prétends un projet ou autre, les gars, ils t'envoient encore du Excel avec
une liste de questions sur Excel, des grilles. Et en fait, au final, l'expérience même du service en tant que DSI, je te parle là, du service que tu mets dans ta boîte, en fait, s'il ne coche pas toutes les cases, ben, en fait, on ne le prend pas, même si l'expérience utilisateur est pourrie, que du coup, le taux d'adoption sera faible. Il y a un truc qui est cassé là-dedans. C'est-à-dire que, grosso modo, on pense que c'est parce que ça le fait que ça va être utilisé. Et c'est pareil, ce qu'on pensait quand on servait un client, de oui, l'application fonctionne, oui, mais elle n'est pas ergonomique, elle n'est pas adaptée. Ouais. Comment ça se fait quand on est la direction générale change d'état d'esprit en disant, mais en fait, ce n'est pas une somme de fonctionnalités qui fait un produit, mais c'est la qualité du lien entre toutes ces fonctionnalités qui apporte une expérience client qui fait que les gens restent. Est-ce que en fait, ça a toujours été présent chez vous et du coup, c'est juste une évolution? Est-ce qu'il y a eu un moment de rupture? Si oui, qu'est-ce qu'il a créé? Comment vous l'avez drivé? Ça m'intéresse de comprendre ça. Alors, c'est vraiment dans l'ADN d'April et globalement, c'est plutôt dans l'ADN des courtiers. Mais chez April, c'est extrêmement fort. April, c'est une boîte qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans. Et en fait, la réponse à ta question, c'est la voix du client. C'est-à-dire qu'une direction générale, en fait, elle prend conscience de ce que tu viens de décrire à partir du moment où tu as une voix du client qui est formalisée dans l'entreprise et où justement ce feedback client sur ce qui fait sa satisfaction ou ne fait pas sa satisfaction remonte jusqu'à la direction générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu le vois dans les chiffres. Tu le vois dans les chiffres, dans le niveau de fidélité de tes clients. Tu sais, on dit le client qui te coûte le moins cher, c'est le client qui reste, en fait. Hein. Capter un nouveau client, ça coûte cher. Donc, fidéliser un client, c'est un enjeu extrêmement important. Et du coup, tu le vois très rapidement, en fait, dans tes chiffres, dans ton chiffre d'affaires, parce que tu vas avoir un stock de clients qui reste important. Et puis, tu vas le voir dans les clients qui viennent, j'ai envie de dire, naturellement, parce que avec le bouche à oreille, tu vas avoir cette satisfaction du client qui va se diffuser et ça va aussi attirer des nouveaux clients sur la base de cette expérience. Donc, j'ai envie de dire, c'est un cercle vertueux si tu veux. Si tu mets en place le dispositif d'écoute du client dans l'entreprise, ben, assez rapidement, quand tu mets en place des mesures associées, ben, tu vois tout l'intérêt et du coup, ben, ça t'amène effectivement à ajuster tout ton système d'information pour être en capacité de répondre au mieux à ton client. Et par exemple, dans les choses qu'on essaye de faire aujourd'hui chez April au niveau de notre système d'information, c'est d'essayer de gommer au maximum notre organisation et nos process pour le plus se calquer sur l'expérience du client. C'est-à-dire que dans les enjeux qu'on a qui sont importants, c'est ne pas plaquer sur le client notre organisation, nos process, notre complexité, pour avoir justement quelque chose de fluide et de simple. Et ça n'est pas facile. C'est un enjeu qui est très important, mais ça n'est absolument pas facile parce qu'historiquement, bah souvent, les entreprises, elles déterminaient leur process. Tu avais un système d'information qui venait supporter le process. Et tu plaquais à ton client, finalement, le mode d'organisation de ta boîte. Aujourd'hui, il y a un C'est enjeu la question de, à le faire disparaître. que le client est l'architecte de sa propre expérience et que si tu lui bloques la façon dont il peut expérimenter ton service, ton produit, ce sera forcément moins adapté que si tu le laisses faire et que tu y réponds. Quoi. Et absolument. Et en complément de ce que je te disais, chez April, l'expérience client pour nous, c'est quelque chose qui est tellement important qu'en fait, on a également des gens qui, dans l'entreprise, portent cette responsabilité. Hein. On a un patron de l'expérience client avec une organisation de l'expérience client qui est là justement pour animer de manière transverse cette problématique et nous aider justement à tester sur un certain nombre de process. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de l'A/B testing. Donc, on teste différentes options, on propose différentes options à nos clients, à nos utilisateurs, pour identifier quelle est finalement l'option qui correspond le mieux à leurs besoins. Donc, on peut le faire globalement ou on peut le faire sur des segments. Et puis derrière, sur la base de ces retours, ben justement, on prend les décisions sur ce qui a le mieux fonctionné pour tel profil de client. Et donc aujourd'hui, par exemple, pour nos distributeurs, on a développé ce qu'on appelle des parcours experts, qui sont des parcours qui visent vraiment l'efficacité de nos distributeurs pour ceux qui font plusieurs dizaines d'affaires par jour avec nous. Et puis, on a des parcours différents pour des distributeurs qui n'utilisent April que de temps en temps. Et voilà, et ça va se retrouver aussi chez le client final. Donc, on essaye vraiment d'adapter notre démarche et notre proposition en fonction des profils utilisateurs.
Et en fait, tu sais, on parlait des parcours. Et en fait, Ouais. dans nos parcours, en fait, on mesure le niveau de satisfaction de chaque étape dans le parcours. Mais on va à un niveau assez fin, puisque dans la vie du client, on va mesurer ta satisfaction sur la souscription, quand tu nous appelles, quand tu veux faire un changement sur ton contrat, quand tu as un sinistre ou un besoin de remboursement santé, quand tu as une réclamation à faire, etc. etc. Et donc, vraiment, on découpe voilà, la vie du client et le parcours. Dans un parcours, on va même aller segmenter et aller regarder les différentes étapes. Et ça permet d'avoir une vision vraiment très fine de là où ça fonctionne bien et de là où tu as des pain points sur lesquels tu veux travailler. Et par exemple, on sait que nous, on est un peu en retrait sur les réclamations. On n'est pas visiblement suffisamment réactif, voire proactif sur ce sujet-là. Donc, c'est clairement pour nous un axe de travail. Donc, Mais du coup, c'est intéressant parce que tu parles plus, toi, tu es plus comme enfin, ton discours, tu te comportes plus comme un CTO, directeur produit, tu as quelqu'un, enfin, tu as une discussion comme ça, moi, je peux l'avoir avec un directeur produit ou un CTO d'une startup parce que tu es orienté sur le cœur du truc. Non, mais c'est vrai, ouais, mais plutôt qu'un DSI qui est concentré en fait sur les projets internes, en fait. Ouais, ouais, mais en fait, c'est un peu mon parcours. Tu sais, moi, mon premier métier, c'est la vente. Après, j'ai fait pendant une quinzaine d'années, j'ai fait de la RH. Ensuite, j'ai fait de la qualité, du re-engineering de process. Après, je suis devenu patron de gestion. Et puis, en fait, je suis DSI depuis 5-6 ans. Ça fait pas très longtemps, en fait, que je fais de l'IT. Donc, moi, j'aborde l'IT non pas sous l'angle technique, mais sous l'angle du besoin métier, de l'utilisateur, du client. La technologie n'étant qu'une manière d'amener le service. Donc, c'est peut-être aussi ce qui fait que dans mon discours, tu Ouais, euh, non, mais entends peut-être des choses un peu différentes. c'est intéressant parce que du coup, je pense que c'est quand on parle de typologie de profil à rechercher pour driver une boîte sur un truc, c'est ça qui fait aussi la différence, quoi. Tu l'acquiers pas en un an parce que tu as envie, c'est un parcours qui t'amène aussi à penser différemment, qui t'amène à avoir d'autres réflexes, hein. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu as des NPS sur différentes typologies de clients, distributeurs, clients final, nature de client final aussi, parce que forcément, ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ok, très bien. C'est drivé, ça drive vraiment toute la société. Il y a une direction d'expérience client. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'avec cette culture-là que vous avez et toute l'organisation que vous avez mis pour y arriver, c'est suffisant pour arriver à des NPS et une volonté de qualité de service et qui est équivalente aux sociétés, on va dire, récentes, super spécialisées, avec moins de contraintes organisationnelles, etc. Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses, d'autres natures d'actions que vous devez mettre en place, que vous n'avez pas encore mis en place ou que vous commencez à mettre en place? Alors, je vais répondre en deux temps à ta question. En fait, je vais un tout petit peu pondérer l'enthousiasme que tu manifestes par rapport aux nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs, en fait, souvent, ils proposent une expérience vraiment différenciante et vraiment simplifiée sur la souscription, c'est-à-dire le fait de signer un contrat pour adhérer à une couverture d'assurance. En revanche, sur la partie gestion, c'est-à-dire ben, je vais avoir un sinistre, voilà, j'ai un bris de glace, il y a une de mes fenêtres qui est cassée et je dois la réparer ou la faire réparer plus exactement. Et du coup, là, l'expérience, elle est souvent moins bonne qu'avec des acteurs classiques. C'est-à-dire que là où les nouveaux acteurs sont bons, c'est plutôt sur la distribution. En revanche, sur la gestion, ils sont plutôt moins bons que les acteurs qui sont plus industriels. Donc, Alors moi, je te dirais, ça dépend de l'expérience que tu as. AXA, vol, AXA, cambriolage à la maison, un enfer. Donc, tu vois, historique, hein, dans la gestion. Alan, sur la partie prévoyance santé, en continu, c'est super bien fait. Et c'est pas pour provoquer, mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine que tu dois avoir ça, mais il y a aussi quand même des acteurs traditionnels sur le suivi qui sont pas forcément au niveau et des acteurs qui arrivent qui sont qui sont pas à la ramasse, quoi. ouais, bien sûr. Moi, je te donne une vision un peu 20 000 pieds et c'est sur on va dire les grandes tendances, hein, mais effectivement, comme dans toute situation, tu peux avoir des exceptions. On va dire que globalement, c'est quand même Ok, plutôt ce que je t'ai ok. indiqué. Alors, maintenant, pour revenir à April et à la transformation qui est en cours, est-ce qu'on est au bout du chemin ou pas?
Non, évidemment pas. On est, j'ai envie de dire, sur l'abécédaire de la transformation de l'expérience client, on est peut-être à la lettre E ou à la lettre F, tu vois. Donc, on a encore énormément de choses à faire et énormément de valeur à amener à nos clients avec un certain nombre de transformations importantes. Je vais t'illustrer mon point avec un exemple. Historiquement, les systèmes d'information dans le monde de l'assurance, ils sont organisés autour du contrat. Donc, tu prenais l'exemple de l'assurance santé. Voilà, Bertrand, je sais que tu viens d'avoir un enfant. Ton enfant, tu le fais couvrir par ton contrat santé. Aujourd'hui, en fait, ton opérateur d'assurance, tu me disais que tu étais chez Alan, en fait, lui, il a un contrat sur lequel il a au moins 2 bénéficiaires dans ton cas. Il ne sait pas aujourd'hui te donner une vision sur le bénéficiaire, un bénéficiaire unique en fait. Lui, ce qu'il voit, c'est l'ensemble des bénéficiaires associés au contrat. Un des enjeux importants de la transformation des systèmes d'information dans l'assurance, c'est en fait de passer d'une vision contrat à une vision bénéficiaire ou une vision personne. Notamment dans le domaine de la santé, parce que souvent ce sont des contrats pour toute la famille. En fait, aujourd'hui, un enfant étudiant, par exemple, il faudrait pouvoir lui donner accès uniquement à ces informations à lui et pas forcément aux informations de toute la famille. Or, s'il va sur un extranet, aujourd'hui, la plupart des opérateurs d'assurance, en fait, ils vont te présenter pardon, la situation de la famille, mais ils ne sauront pas te découper en fait par bénéficiaire et ne pas montrer aux uns la situation des autres. Donc ça, c'est un enjeu par exemple, important dans les transformations qu'il faut faire au niveau des systèmes d'information dans l'assurance au sens large. Tu as aussi la problématique de la rémunération des apporteurs. Moi, je t'expliquais tout à l'heure que, en fait, nous, on utilise des réseaux de distribution que sont les courtiers de proximité. En fait, la rémunération de ces apporteurs, aujourd'hui, nous, on a des courtiers qui travaillent avec nous sur la moto. Il travaille avec nous sur le nautisme, on en parlait tout à l'heure. Il travaille avec nous sur la santé, il travaille avec nous sur l'assurance des emprunteurs. Et donc, être capable de travailler avec ce courtier sur la globalité de son portefeuille et de construire sa rémunération sur la globalité de son portefeuille, quand il travaille avec nous sur plusieurs types de produits, ça aussi, c'est un enjeu. Parce que souvent, les systèmes d'information dans le monde de l'assurance, ils sont construits par verticale de type de risque. Et ça ne communique pas forcément ensemble. Donc, avoir une vision 360, en fait, c'est un des enjeux très importants dans la transformation des systèmes d'information. C'est vrai pour l'assurance, c'est vrai aussi dans plein d'autres secteurs. Voilà. Et ouais, et ça, juste pour être sûr de comprendre aussi, tu dis en fait, historiquement, le système d'information, il s'est centré sur le contrat parce que le contrat, c'est ce qu'on vend. Du coup, c'était plus facile d'opérer les contrats. Qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans, etc. Mais quand on se place du point de vue de l'individu, pour lui, dès qu'il y a des situations qui ne sont pas à t'es seul ou célibataire, c'est plus compliqué. Expérience, je viens d'être papa. On a la carte vitale pour les deux, enfin pour ma femme et moi pour l'enfant, mais la complémentaire, c'est ma femme. Et donc, du coup, moi, Amélie, avec sa complémentaire à elle, il ne voit pas qu'on a dit la complémentaire. Donc, il me fait des relances en continu pour dire que je n'ai pas de complémentaire pour mon enfant. Donc, je vois assez bien ce que tu veux dire. Exactement, c'est exactement ça. Et ça, en fait, historiquement, c'est intéressant parce que donc, du coup, tu ne centres pas sur la bonne chose qui est l'individu, donc ton client, mais tu te centres sur le contrat. Le Et en contrat. fait, après aussi, tu parles de vision 360 et de décloisonnement du système d'information, mais en fait, c'est le cloisonnement de l'entreprise. C'est le silo classique entre marketing et sales, entre IT, métier, etc. Où en fait, si on n'est pas d'accord sur qui c'est qui est au centre de l'entreprise et comment on s'organise collectivement, en fait, on crée des chapelles. Et à un moment donné, il y a des points de frustration là-dessus, des points qui font que ça avance plus. Et vous, ce que vous avez réussi à faire, c'est il y avait un sens client fort chez April dès le début, dans la nature même de ce que c'est un courtier, c'est ce que tu me dis, c'est-à-dire on affine notre compréhension du besoin client en continu. Donc, on arrive à proposer d'être un intermédiaire qui aurait pu ne pas avoir lieu si les assureurs historiques avaient fait ce travail-là, mais ils ne le faisaient pas. Donc, on le fait. Et donc, du coup, ensuite, vous avez mis ce sens-là en disant il faut qu'on garde ce sens-là qui nous a permis de nous créer, de nous développer et que ça soit au centre de toute l'architecture, de la façon dont on travaille entre nous pour ne pas recréer une complexité pour notre client alors que ce qui fait notre force, c'est sa compréhension. C'est ça que tu dis?
Ouais, en fait, ta question tout à l'heure, c'était qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et donc, je te disais, bah, ça, typiquement, dans le monde de l'assurance, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et donc, chez April, on connaît la même problématique, c'est-à-dire qu'on travaille justement pour mettre le bénéficiaire au cœur du système d'information et non plus le contrat. Donc, ça fait partie des transformations qui restent à faire, mais sur lesquelles on bosse d'arrache-pied depuis 3 ans. Parce que, bah, en fait, tu touches au modèle de données de ton système d'information, Et puisque ton ouais. modèle de données, il était construit autour du contrat et tu dois le reconstruire autour de la personne. En tout cas, pour les assurances de personnes, puisqu'il y a les assurances dans le domaine du dommage, où là, la problématique est un peu différente. Mais sur les assurances de personnes, ouais, c'est un enjeu qui est important et c'est un long cheminement parce que tu touches à ton modèle de données. Alors, historiquement, ça s'explique, hein, cette construction autour du contrat, puisque, en fait, souvent, hein, l'informatique, ça a démarré par la comptabilité. Et donc, du coup, c'est normal que quand tu veux avoir une vision financière, ben, finalement, tu te structures autour du contrat, surtout quand tu es un intermédiaire comme les courtiers, que tu interagis avec des assureurs. Finalement, ce que l'assureur pardon, te vend, c'est un contrat. Donc, ta relation, elle se construit autour de ce contrat. Mais voilà, il y a 30 ou 40 ans qui se sont écoulés. Et maintenant, l'enjeu, bah, c'est de mettre vraiment le client au cœur de ton système d'information. Et du coup, quand on parle de mettre le client au cœur de la transformation de l'entreprise et du SI, ce n'est pas juste une expression marketing sexy. C'est une réalité autour de la construction de ton modèle de données. Donc, en termes d'architecture de ton système d'information, en fait, c'est une réalité. Voilà. Et, enfin, ça doit devenir une réalité. C'est un des enjeux majeurs. Puis tu parlais des choses qui sont des enjeux importants. La sécurité. La sécurité de ta donnée, c'est un enjeu super important. On a aujourd'hui fait des progrès absolument énormes dans le domaine parce qu'on fait partie des secteurs qui sont pas mal ciblés par les attaques. Donc, depuis 3 ans chez April, on a beaucoup investi et on a bossé d'arrache-pied sur le sujet, mais il y a un enjeu très important parce qu'il y a 3 ans, on avait fait une étude pour demander aux clients assurés quelles étaient leurs attentes dans la relation digitale avec un intermédiaire d'assurance comme April. Et il y a déjà 3 ans, la sécurité en matière de données, c'était la deuxième attente de la part des clients. Donc, tu vois, la sécurité, c'est aussi un enjeu super important. Et même si on est dans une profession qui a fait des progrès, et chez nous, c'est particulièrement vrai, parce qu'on a beaucoup investi là-dessus, parce qu'on est convaincu qu'il y a une vraie valeur pour le client à mettre un contenu sécurité derrière la marque April, April vraiment comme partenaire de confiance pour le client. Quand tu sais que tu bosses avec April, tu sais que tu es entre de bonnes mains sur la sécurité de tes données. Eh bien, là, tu as un enjeu très important sur lequel, pour celui-là, tu es dans une course contre la montre permanente. C'est-à-dire que c'est une course qui n'aura jamais de fin, la course Bien à la sûr. sécurité. Donc, c'est un sujet sur lequel, en fait, tu ne peux jamais t'endormir. Donc, on est hyper actif sur le sujet. On a un directeur de la cybersécurité qui vient de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale sur la sécurité des systèmes d'information. On a voulu avoir dans l'équipe, à la tête de la sécurité, quelqu'un qui connaît le sujet vraiment sur le bout des doigts et qui allait nous aider à grandir et à grandir rapidement. Voilà, donc on a fait cet investissement et aujourd'hui, April a, je pense, acquis un niveau de maturité qui est raisonnable et on a vraiment l'ambition de continuer à grandir dans ce domaine-là pour offrir encore plus de sécurité à nos clients dans les mois et les années à venir. Et du coup, par rapport à ça, sur la cybersécurité, vous avez des données hyper sensibles. Ça doit être, c'est un peu la mine, la mine d'or pour pas mal de gens un peu crapuleux. Je sais que tu m'en avais parlé, ça peut être un peu compliqué. Tu peux nous en parler un tout petit peu sur ce point-là et je pense qu'on finira l'épisode là-dessus. C'est plus un point d'introduction, mais ça fait toujours du bien d'en parler et de partager les bonnes pratiques. Ouais, alors tu fais référence à une cyberattaque dont on a été victime au mois de novembre et qui finalement s'est soldée de manière positive. Mais le fameux groupe Conti, qui était un groupe de hackers russes, nous a attaqué en novembre l'année dernière.
Et donc, on a mis en sécurité notre système d'information, puisque quand on a détecté l'attaque et on a réussi à détecter cette attaque en fait avant qu'elle commence à se matérialiser, hein, pendant la phase d'investigation des hackers. En fait, on a fait un blocus, hein, autour de notre système d'information. On l'a complètement isolé, on l'a nettoyé, on l'a sécurisé. On a rajouté des sécurités supplémentaires, hein. Par exemple, on était équipé d'antivirus partout. On a remplacé nos antivirus par des EDR, hein, qui sont une nouvelle race d'antivirus intelligents, puisqu'en fait, ils traquent les comportements suspects sur le système d'information, hein. C'est des vigies permanentes. Et donc, on a fortement renforcé notre système d'information et on a eu la chance de pouvoir arrêter cette attaque avant que en fait, les hackers ne puissent soit subtiliser des données, soit crypter des données. Donc, on a réussi à les garder à l'extérieur du système d'information et finalement à remettre en service notre système d'information relativement rapidement, puisqu'au bout d'une dizaine de jours, on a pu réouvrir notre activité. Ce qui a été très important pour nous pendant cette période, ça a été d'essayer de communiquer de manière transparente avec nos clients. Aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que je vais être attaqué ou pas, hein. Toutes les entreprises sont attaquées. La question, c'est vraiment quand. Et je pense que ce qui est très important, c'est de communiquer de manière transparente avec ses clients sur ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, en priorité, avec nos partenaires courtiers, de leur donner de la visibilité sur ce qui était en train de se passer et justement d'être le plus transparent possible pour être capable de gérer ce lien de confiance qu'on a avec ses clients. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont victimes d'attaques, hein. Je sais que tu as reçu le DSI de Manitou, qui partageait son Militant, ouais. sur le Manitou, pardon, sur le sujet. Voilà, toutes les entreprises aujourd'hui, elles sont victimes de ce type d'attaque. Ce qui est super important, c'est d'être préparé au mieux pour y répondre et puis d'être transparent avec ses clients pour justement entretenir la confiance. Voilà, et c'est ce que nous, on a essayé de faire pendant cet épisode qui nous a aussi permis de grandir parce qu'on a appris beaucoup de choses aussi sur les techniques d'attaque et donc sur les techniques de défense à mettre en face pour essayer de préserver au mieux les intérêts de nos clients. Et au final, voilà, comme je le disais, ça s'est plutôt bien terminé. Et on reste vigilant et comme je le disais, on bosse d'arrache-pied pour continuer à mettre tout en œuvre pour protéger au mieux nos clients. Ok. Donc, toi, le point que tu soulignes, c'est vraiment la question, bon, en dehors de mettre en place tout ce qu'il faut pour limiter les dégâts, etc. C'est communiquer en continu avec l'ensemble de l'écosystème, ton écosystème à toi pour être transparent, pour qu'ils prennent aussi eux des mesures s'il faut et que la confiance ne soit pas rompue. C'est bien ça, hein, que tu communiques et j'ai l'impression que c'est un vrai enjeu de cette communication-là, de ne pas avoir peur d'en parler ou autre, hein, parce que c'est sur ça qu'eux aussi jouent. Et du coup, si on arrive à communiquer quand ça se passe et que tout le monde puisse agir en conséquence, ça limite aussi les dégâts, de ce que j'en comprends. Oui, absolument. La transparence, c'est un facteur de confiance. Et la confiance, quand on fait de l'assurance, c'est la base, hein. C'est vraiment notre métier, c'est notre raison d'être. Donc, c'est très important de cultiver ce lien avec nos clients. Et je pense que ça contribue aussi à la satisfaction de nos clients à la fin de la journée, de pouvoir travailler avec un partenaire en qui ils peuvent avoir confiance. Ok, très clair. Super. Est-ce que, Rosa, tu as un élément, quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on nous partager, qu'on n'a pas parlé, ou au contraire un point qui te semble important et que tu voudrais approfondir? Alors, on pourrait parler de plein de choses. Peut-être le point qu'on n'a pas abordé, c'est l'ouverture du système d'information, qui est un enjeu important. L'ouverture du système d'information, hein, aujourd'hui, il y a une approche technologique qui est la paysation, qui est un levier important pour ouvrir ce système d'information. Et pourquoi j'en parle? J'en parle parce que c'est un enjeu très important dans notre métier, qui est la distribution. C'est-à-dire que pour faciliter la vie de nos clients
courtiers, en fait, il y a un enjeu important à pouvoir mettre à disposition nos services directement dans leur poste de travail, sans avoir à passer par des parcours digitaux qu'on met à leur disposition dans nos systèmes d'information. Donc encore une fois, on est dans ce que je disais tout à l'heure, le fait d'essayer de gommer finalement les process ou les outils ou l'organisation de notre entreprise au profit de nos clients. Là, en l'occurrence, c'est nos courtiers. Donc, on a fait un gros effort depuis 3 ans, puisqu'on a triplé le nombre d'API qu'on a à disposition dans le système d'information, et on bosse sur un projet d'API Store pour mettre à disposition de nos clients courtiers des API qui pourront directement venir consommer. Pour l'instant, on le faisait de manière ad hoc, de gré à gré avec certains d'entre eux. Et en fait, notre ambition, c'est de continuer à nous ouvrir et de rendre ça encore plus facile avec un API Store. Donc, voilà, au titre des projets sur lesquels on bosse, typiquement le genre de choses que l'on fait, ou pour faciliter la vie de nos clients. Aujourd'hui, pour tout ce qui est digital, on partage le même design system pour essayer de faciliter la vie de nos clients et qu'un bouton pour télécharger une pièce jointe, il soit le même quand tu as souscrit une assurance dans le domaine de la moto ou si tu as souscrit une assurance dans le domaine de la santé. Donc voilà, on a vraiment ce souci d'essayer de simplifier les choses, de transversaliser notre organisation, nos solutions, etc. Parce qu'à la fin de la journée, c'est une simplification pour le client et une expérience qui est plus simple, plus naturelle, plus fluide. Donc, on l'espère, meilleure. Et notre ambition, c'est d'offrir une expérience qui soit vraiment une expérience de référence dans le futur pour nos clients. Bon, mais super. Ça, je pense qu'on a fait un bon tour. Ça c'est le client au cœur de la transformation vu par un DSI avec un outil qui aligne tout le monde, c'est l'NPS. On est d'accord. C'est au moins, c'est straight to the point. Non, mais c'est super intéressant que vous ayez trouvé un truc comparatif qui aligne tout le monde, qui soit adapté à votre culture et qui vous permette d'avancer en étant pas juste subjectif et du coup de remettre le client au centre. Je pense que ça parlera aussi à beaucoup d'entrepreneurs, de directeurs, que ce soit des DSI ou autres. C'est à quel point on peut mettre le client au centre et à quel point c'est important aussi. Super, merci pour tout, c'était top. Merci Bertrand. Bon, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur LinkedIn en me taguant, je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir. C'est super important pour faire connaître le podcast et ça nous motive à faire toujours de nouveaux épisodes. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.